Bienvenue dans le PEX Podcast, le podcast du partage d'expériences en prévention des risques. Je suis Alexandre Zèbre, ingénieur sécurité et créateur du site web safetyvigilante.com. Sur ce site web, vous retrouvez tous les épisodes du podcast bien sûr, mais aussi des vidéos et des articles pour booster votre culture sécurité. Vous pouvez aussi me suivre sur LinkedIn, Instagram et Twitter. Ce podcast existe pour tous les acteurs de la prévention qui veulent progresser en sécurité au travail et apprendre de l'expérience passionnante de mes invités. Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui un nouvel épisode bonus un peu particulier. Nous allons parler aujourd'hui du concept de la résilience appliqué aux activités économiques. J'accueille pour cela l'association Résilience et une partie de ses membres qui nous partageront leur expérience et surtout leurs solutions. Bon épisode! Bonjour Sandra Decelle-Lamotte, bienvenue de nouveau dans le podcast. Oui, bonjour Alexandre. Vous êtes la présidente de l'association Résilience. Est-ce que vous pourriez nous expliquer l'objet de l'association ? Oui, bien sûr, avec plaisir. Donc, l'association Résilience est une association qui a pour vocation de sensibiliser les activités économiques exposées aux risques majeurs, naturels et technologiques, et tout risque signifiant pour leurs activités. Donc, même la Covid-19 est aussi un des aspects que nous évoquons au sein de l'association. L'association rassemble des entreprises exposées aux risques majeurs et des entreprises porteuses de solutions, et puis d'autres acteurs publics et privés, collectivités territoriales, chercheurs éventuellement, voilà. Et l'association, en fait, qui est née en 2017, développe ses actions au travers de 4 axes. D'abord, elle a un site internet pour valoriser les actions des entreprises qui s'engagent dans la réduction de la vulnérabilité et la résilience. Donc, on présente en fait des initiatives concrètes pour faire un effet encouragement et boule de neige. Nous réalisons également des formations auprès des dirigeants et des salariés sur la thématique des risques majeurs principalement. Nous sommes également un réseau professionnel qui rassemble en fait des acteurs notamment français qui, TPE, PME, agissent et investissent, créent des solutions en matière de résilience et de réduction de la vulnérabilité. Et puis, nous menons également quelques actions de solidarité lorsque notamment des catastrophes ont lieu. Nous donnons un appui technique et pratique, voire juridique, auprès des entreprises, notamment TPE, PME concernées, voire nous leur apportons un petit soutien financier. Voilà. Et aujourd'hui, on a le plaisir de vous accueillir une fois de plus pour un épisode bonus. Est-ce que vous pourriez nous expliquer le pourquoi cet épisode et qui est sur le thème de la résilience ? Oui, tout à fait. Donc, c'est vrai qu'il y a eu un effet d'opportunité, si on peut dire, parce que le salon Préventica donc, devait avoir lieu à Lyon en 2020 et nous avions prévu d'être présents. Il se trouve qu'il a été reporté. Nous avions ensemble avec Safety prévu de réaliser certains entretiens et nous avons souhaité maintenir en fait cet épisode, notamment pour présenter les adhérents qui avaient prévu d'être présents au salon Préventica et en particulier les entreprises porteuses de solutions. Donc pour nous, voilà, c'est une occasion de leur donner la parole et de recueillir leur avis et vision de la résilience et en même temps de prendre connaissance de leurs activités en matière de réduction de la vulnérabilité des activités économiques, puisque la plupart d'entre eux travaillent aussi sur d'autres aspects, que ce soit l'habitat ou autre, mais là, on centre en fait leur point de vue sur leurs actions en lien avec l'objet de l'association. Tout à fait. Donc, nous allons donc découvrir ces membres de l'association dans l'épisode qui suit. Bonne écoute. Merci Sandra. Merci Alexandre. Suite à la présentation de Sandra Decelle-Lamotte, nous allons écouter les entretiens réalisés auprès des adhérents porteurs de solutions de l'association Résilience, Effectis, Synapse Advance, Resilio,
Esti France et Cedralis. La première entreprise est Effectis avec Michael Lopez et Marie Babot. Bonjour Michael Lopez et Marie Babot, comment allez-vous? Bonjour. Très bien, merci. Écoutez, oui, très bien. Eh bien, merci d'être présent pour partager votre expérience sur cet épisode bonus sur la résilience. Est-ce que vous pourriez commencer par vous présenter d'abord, Marie? Eh bien, Marie Babot, je suis ingénieure maîtrise des risques chez Effectis France depuis bientôt 4 ans. D'accord, merci. Et Michael? Et moi, écoutez, je vais fêter mes 10 ans chez Effectis bientôt, là. Donc, je suis chef de projet industrie et infrastructure. Alors, je développe les activités et les métiers liés avec ces activités dans l'entreprise. Voilà. Et alors, est-ce que vous pourrez nous expliquer finalement l'activité d'Effectis et les solutions qu'elle propose? Alors, Effectis, au départ, on est laboratoire de résistance au feu. Donc, on travaille beaucoup avec les fabricants de produits de construction qui doivent certifier des performances au feu, en fait, sur donc les portes de feu, les ventilateurs, tous les équipements de sécurité qui doivent assurer une fonction. Et on a une activité d'ingénierie qu'on a développée grâce à notre savoir-faire sur la partie feu, où on fait donc des prestations intellectuelles qui sont en lien avec la sécurité incendie et donc la validation des produits qui sont installés dans les bâtiments et dans les infrastructures de manière générale. Donc, c'est la prestation intellectuelle et de l'assistance technique, j'imagine, directement chez le client, ou justement vos tests et votre expertise, elle se caractérise surtout dans votre laboratoire? Alors, on a en gros un gros tiers de notre activité qui est basé donc sur des tests en laboratoire. Effectivement, là, il n'y a pas le choix. Hein, c'est l'essentiel de cette activité-là se déroule en laboratoire. Donc, on a 2 laboratoires en France et on a aussi un laboratoire à Belfast, en Irlande. Ouais, d'accord. On a un laboratoire en Turquie aussi et on a un laboratoire aux Pays-Bas. Donc, on est quand même un groupe européen. Et donc, en France, on a un laboratoire à Mézières-les-Messes et un autre aux Avenières à 1 heure de Lyon. Et donc ça, vous me disiez, c'est un tiers de l'activité. Et le reste de l'activité, donc les 2 autres tiers, se répartissent sur la partie qu'on pourrait assimiler finalement à du bureau d'études risque ingénierie incendie. Et une activité David Chantier donc qui fait le parallèle qui fait le lien entre le laboratoire et les prestations intellectuelles. Donc là, on travaille plutôt en bureau, quoi. D'accord. Plutôt en bureau d'études. Et donc finalement, on dit souvent que l'incendie, c'est le risque de toutes les entreprises et le plus important. C'est-à-dire que vous intervenez auprès de tout type d'entreprise, ou vous avez des secteurs préférentiels? On intervient avec beaucoup d'industriels, les ICPE notamment, les installations classées pour la protection de l'environnement, pour les études réglementaires, que ce soit les études de flux thermique, les études de mode de ruine, de désenfumage, d'évacuation, etc. Et on intervient aussi pour les ERP, les établissements qui reçoivent du public, qui demandent aussi des études assez spécifiques qu'on peut proposer. Ok. Et alors, pour recentrer sur ce qui nous intéresse le plus aujourd'hui, donc la résilience, est-ce que vous pourriez nous partager la vision d'Effectis sur cette résilience? La vision de la résilience, ce serait que la résilience, en fait, c'est vraiment une capacité à rebondir face à une situation critique. Et donc une capacité à rebondir qui est basée sur une stratégie de réflexion et de préparation qui est issue d'abord d'un retour d'expérience pratique, ensuite de connaissances techniques accumulées en la matière et des meilleures techniques disponibles, les MTD, et enfin d'un rapport coût-bénéfice qui peut pas être réduit au site industriel seul, parce que ça doit vraiment inclure toute la chaîne d'acteurs. Finalement, la résilience, l'objectif de résilience centré sur l'exploitant seul, c'est pas suffisant, parce qu'il faut intégrer autour tout l'impact environnemental et sanitaire de l'incident, et ça peut vraiment aller au-delà du périmètre qui est maîtrisé par l'exploitant.
Alors en fait, justement, tout. j'ai une petite question complémentaire. Ça veut dire que dans une zone d'activité où j'aurais plusieurs industries, plusieurs entreprises, ça aurait pas de sens finalement d'avoir une entreprise qui se lance dans ce type de démarche et ses voisins, on va dire, qui eux n'ont pas du tout la même vision. Sur le coup, pour moi, effectivement, ça a du sens. Ça a toujours du sens hein, de se lancer dans la chose, ne serait-ce que pour des problématiques de protection de l'outil de travail de l'industriel, hein, pour parler peut-être plus égoïstement. Mais effectivement, la démarche de résilience a encore plus de sens si elle est partagée aussi bien à l'intérieur de l'entreprise qu'à l'extérieur. Et quand je dis à l'extérieur, ça intègre bien sûr les pouvoirs publics. Vous avez parlé d'une plateforme. Là, effectivement, la plateforme en général, elle est animée par un organe, on va dire, centralisé. Donc, la résilience, c'est pas quelque chose de centré sur quelque chose, c'est vraiment quelque chose de partagé. Donc, D'accord. Et justement, si c'est partagé, est-ce qu'aujourd'hui c'est saisi par les entreprises que des principes de résilience appliqués à leur activité sont maintenant essentiels? Et si c'est pas le cas, peut-être que vous aurez des arguments pour les convaincre d'adopter ces principes-là. Dans l'idée, effectivement, la résilience est essentielle aux activités économiques. Donc, je disais, ça s'applique pas forcément aux acteurs privés, mais ça englobe, on va dire, les acteurs publics et locaux de l'économie régionale. Et donc, il y a un objectif commun qui est à satisfaire. Et cet objectif commun, donc évidemment, c'est de pérenniser l'outil de travail de l'entreprise ou des entreprises finalement qui sont autour de cette zone géographique finalement. Ça a aussi un intérêt vis-à-vis de l'image de l'industriel concerné et j'ai envie de dire même de la collectivité dans l'ensemble en termes de gestion finalement du risque dans la zone industrielle qui est sur laquelle on peut se focaliser. Hein, mais on va dire le champ d'action il est un peu à géométrie variable hein, finalement. Et l'objectif c'est aussi d'assurer une pérennisation de l'ensemble de la chaîne économique. On a vu avec Lubrizol, donc effectivement, il y a eu un impact localisé donc sur l'entreprise, mais ça a eu un impact aussi sur tous les industriels, toutes les activités, même industrielles ou même on a de l'industrie, du tertiaire. Enfin, tout le monde a été impacté en fait par l'événement, et donc ça a forcément des effets sur le transport régional, sur la livraison des biens, sur les produits de base. Donc, en fait, ça a un enjeu aussi de continuité des activités humaines, finalement. Voilà. D'accord. Et vous avez mentionné du coup Lubrizol, donc ça nous permet d'attaquer sur la thématique qu'on avait préparée sur les solutions que vous pourriez apporter aux entreprises dans le cas d'une catastrophe de ce type. Alors, nous, en termes de solutions, on est un acteur majeur de l'ingénierie de sécurité incendie. On appelle ça l'ISI. Et en fait, on intègre fondamentalement depuis plus de 50 ans maintenant, parce que notre savoir-faire est maintenant assez ancien. Donc, fondamentalement, nos prestations intègrent en fait une réponse aux besoins de résilience de nos clients. Donc, on a une certaine légitimité scientifique et pour assurer finalement la juste prise en compte des phénomènes dangereux que l'on rencontre sur les accidents majeurs, et typiquement celui de Lubrizol. Et donc, nous, on a su développer un savoir-faire important dans l'analyse des risques industriels, donc au sens large du terme, ça ne s'applique pas qu'à l'incendie finalement. Et on couvre d'une manière intégrée les trois phénomènes dangereux que l'on retrouve classiquement dans les installations classées, qui sont donc les effets thermiques, les effets de surpression et les effets toxiques. Et donc, je vais laisser Marie énumérer un petit peu les services que nous on propose face à ces problématiques finalement. Oui. Du coup, du fait de notre connaissance, de cette connaissance particulière des produits de construction et de notre
notre aptitude à modéliser leur comportement sous des sollicitations accidentelles, on réalise dans le cadre d'une démarche réglementaire ou volontaire, dans certains cas, un certain nombre de prestations. Donc, tout d'abord, des analyses de risque incendie au sens large du terme. Ensuite, des audits qui permettent à nos clients de définir quels peuvent être les axes de réponse face à des problématiques techniques ou réglementaires. Donc, c'est de la définition des besoins, de la protection de l'outil de travail, et ça, qui soit lié à la construction ou à la réponse opérationnelle. On propose également des études de vulnérabilité des bâtiments face aux risques industriels, donc soit les riverains, soit les sites sources. Et Effectis est d'ailleurs rédacteur et contributeur des guides de référence en la matière concernant la réduction de la vulnérabilité des bâtiments qui sont situés dans les périmètres d'application des PPRT, donc les plans de prévention des risques technologiques. Et on intègre en outre l'interface avec les feux de forêt. Un autre type d'études de prestations qu'on propose, ce sont les études dites flumilogues pour déterminer les effets de flux thermique autour des sites industriels sensibles. Et Effectis fait partie du comité de pilotage et du comité technique de l'outil flumilogue. On propose des études d'ingénierie incendie, des études de désenfumage, des études d'évacuation, des études sources cibles et des études de mode de ruine. Tout ça pour évaluer l'adéquation des moyens. On propose également des analyses post-sinistres en apportant notre contribution au retour d'expérience. Et enfin, des essais au feu en laboratoire, comme on le présentait au début, ou bien in situ lorsque c'est possible, voire même des exercices grandeur réelle. Donc, en fait, nous, pour résumer ce que vient de dire Marie, c'est que notre métier, il consiste en définitive en tant que tierce partie indépendante, à évaluer les performances des dispositions constructives et des moyens de lutte en place, ou à prévoir sur un site. Parfois, on s'attaque à de l'existant, mais on fait aussi des analyses des dispositions qui sont projetées par nos clients. Et alors, ça couvre soit un scope très précis, c'est-à-dire ça peut être un élément sensible d'une installation à protéger, ou un cadre plus général où on s'intéresse finalement au bâtiment dans son ensemble. Donc, nous, actuellement, on est en capacité d'assurer des prestations d'accompagnement et d'audit général auprès de nos clients pour qu'ils puissent répondre à aux évolutions de la réglementation et s'adapter au mieux à leur environnement de travail. Et c'est aussi pour ça, finalement, qu'on a rejoint l'association Résilience pour y apporter notre connaissance technique du sujet et un support aux adhérents. Je pense qu'on a fait le tour justement sur ce sujet incendie. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose. Oui, peut-être juste une petite chose sur les cas de résilience dans le monde de la sécurité incendie. Pour nous, ça consiste vraiment en premier lieu à définir des objectifs précis en fait à satisfaire. C'est des démarches étape par étape et analyser différents scénarios probables et déterminer les moyens de prévention et de prévision adaptés à la situation en fait. Et je terminerai peut-être en disant que une des composantes essentielles du dispositif, c'est aussi la maintenance si on veut pérenniser tous les dispositifs qui sont mis en place. Très bien. Écoutez, merci beaucoup. Michael ou Marie, est-ce que vous pourriez nous dire où on peut retrouver Effectis si jamais on veut prendre contact avec vous ? On peut retrouver Effectis déjà sur Internet. On a un site Internet. Voilà. Donc, c'est www.effectis.com. Donc, un seul F, Effectis. Et ensuite, on a plusieurs sites. Je disais, il y a 2 laboratoires et on a de nombreux bureaux donc répartis sur la France. Donc un à Villeurbanne où je suis basé avec Marie, un autre à Nantes, un autre à Bordeaux, un autre à Metz, un autre à Rouen. Enfin voilà, on a maillé le territoire français et on est présent donc aussi dans le monde, comme je vous disais, avec les différents laboratoires qui sont répartis à travers finalement l'Europe. Voilà. Ok, très bien. Je vous remercie beaucoup pour votre participation et je vous dis à très vite. Merci. On continue avec la deuxième entreprise, Synapse Advanced, avec Hervé Leplat. Bonjour Hervé Leplat, bienvenue dans le podcast. Bonjour, merci beaucoup.
Est-ce que vous pourriez rapidement vous présenter et surtout nous expliquer ce que fait votre société? Donc en fait, Synapse Advance a été créé en juin 2018. Donc je suis un des cofondateurs de la société Synapse. En fait, Synapse a pour objectif de mettre en place des bornes d'information et de prévention sur les risques naturels auprès des populations locales, puisqu'on a constaté qu'il y avait des acteurs aujourd'hui qui disposaient des informations de prévision et de prédiction sur les événements naturels, et que ces informations-là n'étaient pas forcément redescendues auprès des populations locales. Donc l'objectif de Synapse, c'est de pouvoir mettre à disposition ces informations par l'intermédiaire de bornes qui vont cultiver aussi la mémoire du risque et la culture du risque. D'accord. Donc c'est une société qui est finalement assez jeune, vous avez dit en 2018. Est-ce que vous pouvez peut-être nous partager ce que vous portez comme vision à travers de la résilience à travers cette société? En fait, la vision de la résilience, c'est justement de pouvoir apporter des contenus qui soient ludiques et didactiques auprès des populations pour mieux appréhender et aborder un événement climatique, savoir comment se protéger lors de l'arrivée d'un événement climatique, mais aussi mener des actions de fond par l'intermédiaire de messages bien ciblés sur son habitation, sur son environnement, pour améliorer la résilience de son habitation, de son environnement, de son entreprise. Donc l'idée, c'est vraiment d'accompagner par des contenus didactiques les populations locales, les entreprises, sur les actions qu'elles peuvent mener pour mener cette résilience. D'accord. Donc vous vous adressez aux particuliers comme aux professionnels. Oui, oui, tout à Oui. fait. Mais alors là, ce qui nous intéresse aujourd'hui, ça va peut-être plus la partie professionnelle et donc les activités économiques. Peut-être que vous pourrez plus détailler ce que vos solutions peuvent apporter pour ces activités-là. Les solutions elles vont apporter justement une modélisation de l'événement climatique qui va arriver, donc du risque environnemental et climatique qu'il peut y avoir sur la zone d'implantation de l'entreprise, donc lui permettre de connaître les actions qu'elle doit mener à brève échéance ou à moyenne échéance pour réduire son risque d'arrêt d'activité et aussi mener des actions de fond sur la résilience de son bâtiment et de sa structure. Et vous avez parlé des bornes. Peut-être que vous pourrez nous dire exactement quelles sont et les informations qu'elles mettent à disposition et comment vous les implantez. Alors, en fait, la borne, c'est un totem qui est de forme cylindrique, qui comprend un ou deux écrans digitaux, qui peut être soit simple face, soit double face. Les écrans digitaux sont tactiles pour développer tout ce qui est interactivité avec les personnes à proximité. La borne s'implante en général en limite de risque ou alors sur un lieu de passage pour que justement il y ait cette interactivité. Et après, la borne va diffuser l'ensemble du contenu que l'entreprise souhaite faire passer. C'est vraiment une co-construction de la présentation sur les écrans qui est faite avec l'entreprise. Donc, c'est vraiment personnalisé. Après, on va mettre les informations générales que sont la météo, le niveau du risque sur la zone considérée. Mais après, tous les autres contenus vont être créés avec les services communication de l'entreprise pour permettre justement d'avoir un message qui soit ciblé en fonction des besoins et des contraintes de l'entreprise. D'accord. Donc en fait, ça communique sur tous les risques, mais les risques importés par l'entreprise, comme les risques, les risques majeurs, si je comprends bien. Oui, tout à fait, oui, c'est vraiment les risques majeurs. Et après, on peut dériver justement sur d'autres risques. C'est la souplesse du digital qui nous permet justement d'avoir un tronc commun sur les risques majeurs et après de pouvoir avoir des informations subsidiaires qui sont menées et incorporées par l'entreprise elle-même ou alors par notre service de communication. Donc je réfléchis au totem et ça, donc ils sont à disposition du public, ils sont directement en limite du risque, vous avez expliqué, donc en limite de propriété de l'entreprise et accessible à tout le monde. Et j'imagine que eux-mêmes, ils sont dimensionnés pour résister aux catastrophes. Oui, tout à fait. En fait, la conception du totem a prévu une réserve technique d'environ 90 cm par rapport au niveau du sol, ce qui lui permet d'avoir les pieds dans l'eau ou les pieds dans autre chose s'il y a un autre problème. Et justement, ça facilite aussi les opérations de maintenance, puisque notre objectif aussi, c'est d'éviter
de créer des positions difficiles au travail. Donc, on a prévu justement ce cas-là en cas d'inondation pour éviter que la borne soit inondée. Et après, tout le scellement au sol est aussi prévu pour ce risque d'inondation. D'accord. Ouais, c'est intéressant. Et aujourd'hui, vous travaillez avec quel type d'entreprise? Alors aujourd'hui, on travaille avec essentiellement des entreprises nationales comme EDF, comme des agences de services de l'eau ou des gestionnaires justement des réseaux d'eau qui ont aussi la gestion des abords de rivières et qui souhaitent aussi communiquer sur les actions qu'ils mettent en place pour les populations locales et diffuser des informations sur les risques majeurs. D'accord. Et vous pouvez peut-être nous partager des retours, soit de vos clients, donc ça va directement les entreprises, ou soit des gens qui sont les riverains. En fait, on a déjà implanté une borne aux abords du bassin d'Arcachon, qui Mhm. a été aussi la genèse de Synapse Advance. Et si on a été assez frappé par justement l'intérêt du public par rapport à ce type de borne, puisqu'on voit qu'en fait les populations locales sont très demandeuses de ce type d'informations-là, en fonction de la manière dont on va traiter le sujet de manière non anxiogène. Les gens essayent de s'approprier, à la fois en interne de l'entreprise, en externe de l'entreprise, les risques auxquels ils sont soumis. Ils sont assez friands des informations sur comment justement améliorer la résilience de leur territoire, les actions que eux ils peuvent mener aussi à titre individuel pour participer à cet écosystème d'amélioration de la résilience de leur territoire. D'accord. Ouais, bah, ça me parle en plus dans le bassin que vous mentionnez parce que j'habite juste à côté, mais effectivement, c'est vrai que les riverains, ils sont forcément intéressés par ce genre de sujet parce que ça les concerne immédiatement. Et ce qui pouvait dans le passé ne pas être un sujet l'est aujourd'hui et du coup, vous apportez une solution par rapport à ça et cette information directement aux populations. Oui, et puis aussi sur certaines zones, il y a aussi les populations, je dirais, saisonnières, hein, comme les touristes, Mhm. qui ne connaissent pas forcément le territoire sur lequel ils sont. Et l'objectif de cette borne, c'est aussi de pouvoir les informer des risques auxquels ils peuvent être soumis en fonction des saisons sur lesquelles ils viennent sur ce territoire et les bons réflexes qu'ils doivent adopter, ce qu'ils doivent faire en cas d'arrivée d'un risque majeur ou de tout autre risque pour justement que toutes les populations, qu'elles soient locales ou saisonnières, aient les mêmes réflexes et prennent, je dirais, les mêmes comportements et éviter justement d'avoir des comportements qui ne soient pas adaptés en fonction de la situation. Mhm. Très. Ouais, c'est vrai que c'est un enjeu majeur en cas justement en cas de catastrophe. Et vous avez vous m'avez pas dit pour les retours de vos clients directement les entreprises. Les entreprises, elles sont assez satisfaites justement de la mise en place de cette borne-là, puisque ça leur permet d'avoir un autre canal de communication, puisque c'est quand même assez difficile de communiquer sur les risques auxquels on peut être soumis. Donc c'est pour elles un avantage d'avoir ce type de borne, puisque la communication se fait de manière un petit peu plus ludique, de manière interactive. Donc ça permet aussi à leurs salariés d'aller venir chercher les informations, de s'informer quand ils sont dans un temps où ils ont envie d'avoir cette information-là, où il n'est pas forcément dans un temps où on leur impose de venir chercher cette information-là. Donc les retours sont assez positifs et on voit que justement ça crée aussi un sentiment auprès des salariés des entreprises d'une envie aussi d'améliorer aussi leurs actions du quotidien pour réduire cet impact sur l'environnement et d'améliorer leur résilience. Et du coup, pour une dernière question plutôt sur notre société qui vit des crises et qui semble finalement ne pas toujours apprendre des crises assez proches. Voir comment vous voyez évoluer la résilience dans la société à l'avenir. Oui. Justement, l'implantation des bornes permet aussi aux populations de travailler en amont avec les différents services de l'État sur la prévention et l'amélioration de la résilience sur les événements climatiques, plutôt que d'être toujours dans la réaction. Et la borne, justement, permet de traduire, de montrer aussi aux populations ou aux entreprises les travaux qui sont faits, puisqu'on a toujours tendance à oublier rapidement d'où on partait pour savoir d'où on va. Donc ça permet aussi de montrer aux différents acteurs toutes les actions qui ont été menées
plutôt que de dire on est dans l'immobilisme et on est dans la réaction plutôt que dans l'anticipation. Donc l'idée, voilà, c'est que cette borne-là, elle développe cette culture du risque et qu'elle soit aussi un témoin des actions qui sont déjà menées, qui sont en cours, et qu'elle puisse permettre aussi aux gens de voir ce qui est en cours d'être mené et ce qui reste encore, le chemin qui reste encore à parcourir. Très bien. Hervé, merci beaucoup d'être venu partager votre expérience. Je vous dis à très vite. À très vite. Merci beaucoup, Alexandre. La troisième entreprise est Resilio avec Ignacy Fontanals. Bonjour Monsieur Fontanal, bienvenue dans le podcast. Est-ce que vous pourriez vous présenter et nous présenter un peu ce que fait votre entreprise Resilio, s'il vous plaît? Oui, donc moi je suis Ignacy Fontanals, je suis le directeur Europe de Resilio Technologies. Je suis basé à Barcelone, mais je suis responsable pour toute l'Europe. Donc, Resilio Technologies, c'est une entreprise d'origine canadienne qui est basée au Québec, près de Montréal. Et la compagnie développe des solutions pour la gestion des crises. C'est une entreprise que surtout, il développe un outil un outil numérique de gestion dynamique, on dit intelligente des risques et de pilotage prédictif d'événements pour les organisations, pour que les organisations soient plus résilientes face aux crises et catastrophes naturelles. D'accord. Alors on viendra plus précisément par la suite sur votre solution que vous proposez. Mais alors, comme vous avez attaqué directement sur le sujet de la résilience qui nous intéresse aujourd'hui dans ce podcast, est-ce que vous pourriez nous partager la vision que vous portez à travers Resilio sur la résilience? Bon, en fait, la résilience, je pense que après tout ce qu'on a passé avec les Covid, c'est une nouvelle façon de penser, je pense, et d'affronter le futur. Avant le Covid, c'était déjà un terme qu'on travaillait, que c'était un terme qui était deux fois difficile à appréhender, qu'on utilisait en psychologie, en écologie, en changement climatique, en gestion des risques, etc. Mais que à partir les événements qu'on a tous vécus, je pense que c'est un paradigme qui les prochaines années va être très 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 important. Donc en fait déjà que la vision actuelle qu'on a Resilio sur la résilience nous amène à parler de cette capacité d'être capable de résister à un choc ou à un stress ou une disruption et être capable de maintenir les fonctions essentielles, de surmonter la situation. Et pour nous, c'est clé aussi d'être capable d'apprendre de cette situation pour en finir plus fort, plus renforcé. Si on n'apprend pas et on continue et on ne devient pas mieux après une crise, alors on sera pas, on n'est pas dans la résilience, on va être résistant, mais on va pas être résilient. Donc pour nous, c'est une nouvelle façon d'aborder la gestion des risques dans les organisations et une nouvelle façon d'affronter la gestion des risques si toutes les parties prenantes qui participent à la résilience le veulent. Donc, et justement, dans ces, vous avez parlé des organisations, donc on va se pencher plus sur les entreprises. Et c'est intéressant, vous avez parlé de gestion des risques. Est-ce que c'est cette gestion des risques qui est apportée par la résilience, tout est englobé ou est-ce que c'est deux choses qui sont séparées ou même si j'ai l'impression qu'au contraire pour vous c'est bien une vision intégrée? Bon, en fait, nous on travaille avec des formateurs universitaires de l'école d'ingénieurs de la ville de Paris et de l'IMRET à Nice et souvent
on parle de tenir compte des aspects temporels et systémiques des risques. En fait, on dit que nous devons analyser les risques. Une organisation doit analyser ses propres risques comme organisation, mais en tenant compte de son entourage, les autres acteurs qui sont dans les territoires. Et c'est seulement avec ces idées de collaboration nécessaires entre les différentes parties prenantes que chacune devient résiliente, mais aussi elle doit penser, chaque organisation, comment elle peut contribuer à la résilience commune du territoire. Donc, en fait, c'est une vision, je dirais, la résilience nous amène à faire une analyse des risques, une vision des risques, avoir une vision des risques différente de ce qu'on avait traditionnellement. Mhm. D'accord. Et alors, du coup, on peut peut-être se tourner vers ce qu'aujourd'hui propose Resilio, justement, vos solutions pour améliorer la résilience des entreprises. En quoi votre solution, elle peut améliorer cette résilience? Donc, bon, en fait, nous pensons, comme j'ai dit, qu'en ce moment, la résilience devrait être au centre des préoccupations des activités économiques. Et que c'est clair que maintenant, la résilience est devenue une source d'avantages compétitifs d'un territoire plus que jamais. Et Resilio, c'est une solution qui en fait favorise cette interopérabilité entre les différentes parties prenantes désireuses de collaborer en vue d'être plus résilientes face aux crises et aux événements. Donc, ce qu'on dit chez Resilio, c'est que avec l'utilisation de notre plateforme, une activité économique aurait une économie de temps, pourrait optimiser ses ressources, pourrait diminuer les temps de retour à la normale, atténuer les impacts financiers que la crise aurait créé, pourrait améliorer la gestion des coûts d'intervention et, entre autres, démontrer une gestion responsable des risques. En fait, souvent, les entreprises qui travaillent avec la plateforme, c'est des entreprises qui savent gérer les risques et que la gestion des risques, avec cette vision résiliente, est au centre de ces pensées est posée au centre de la stratégie de l'entreprise. Est-ce que vous pourrez peut-être nous dire en quoi, peut-être plus en détail à quoi ça ressemble la plateforme et surtout l'innovation qu'elle apporte à vos... Parce que finalement, est-ce qu'il n'y a pas déjà des solutions qui existent comme ça pour aider les entreprises? Oui, en fait, Resilio, surtout, ce qui permet, c'est Resilio s'adapte à chacune des différentes phases de la gestion de la résilience. Il permet, par exemple, à une activité économique de digitaliser ses plans de crise. Et après, il permet aussi de suivre une crise en temps réel. Il permet aussi de prévoir des scénarios et on est en train de travailler aussi bientôt à l'utilisation de l'intelligence artificielle dans tout ce qui est une gestion des risques et des crises. Resilio est basé à Montréal. Montréal, elle a une communauté de AI assez réputée dans le monde et donc Resilio va se bénéficier de cette savoir-faire. Donc, je dirais que travailler avec une plateforme comme Resilio permet à une organisation d'utiliser la résilience à différentes échelles. Ça veut dire que si on a un site industriel, on a un plan de gestion des crises qu'on peut digitaliser, ces plans peuvent devenir dynamiques jusqu'à
en ce moment, il y a beaucoup de compagnies qui ont des plans d'urgence, comme vous disiez, des solutions, mais qui sont statiques. C'est des plans digitalisés, statiques, qui évoluent pas dans le temps. Donc, la plateforme Resilio, ce qu'il fait, c'est qu'il a une liste de fonctionnalités qu'en fait, il rend votre plan de mesure d'urgence, votre plan de résilience, si vous en avez un, ou de continuité d'activité, il va les rendre dynamiques et il va permettre aussi de prendre des décisions quand vous êtes au milieu d'une crise, où souvent on trouve les entreprises ou les organisations ils suivent les plans, mais les plans ils sont totalement dépassés, comme on a pu voir récemment. Quand il y a des crises que le plan qu'on a, ils n'ont pas été mis à jour, etc. Ils n'ont pas permis aux entreprises d'avoir une réaction adéquate. Et c'est récupérer, être vraiment résilient devant la disruption qu'ils ont expérimentée. D'accord. Et enfin, est-ce que vous pourriez nous dire quels sont les types d'entreprises que vous souhaitez accompagner ? On est une entreprise d'origine québécoise qui a commencé à s'implanter à Barcelone, mais qui va être implantée en France bientôt. Et on a une forte vocation de collaboration entre villes, entre pays, entre régions, entre organisations. Et donc, en France, en ce moment, nous recherchons des partenaires que, grâce à notre outil, qui est un contenant, ça veut dire que nous, on donne un outil qui est un contenant, mais qui nécessite de quelqu'un qui les remplisse de contenu et que, avec notre outil, ils peuvent améliorer la valeur ajoutée qu'ils donnent à ses clients. Donc, nous pensons pouvoir aider à des compagnies, à des bureaux d'études, à des experts en gestion des crises, et pour pouvoir offrir de nouveaux services et produits de haute valeur ajoutée. Donc, notre idée, c'est de construire une communauté internationale de partenaires en résilience et qui soient capables même de collaborer entre eux, donc ces différents partenaires, entre eux-mêmes, ils peuvent collaborer. Et nous pensons à des partenaires dans les domaines de la gestion des risques et la résilience qui ne disposent pas d'une solution numérique et qui soient prêts à s'engager dans une entente de partenariat. D'accord, très bien. Écoutez, merci Monsieur Fontanal. Est-ce que vous pourriez juste nous rajouter où est-ce qu'on peut retrouver les informations concernant Resilio ? Donc, vous pouvez vous connecter à notre site web, que c'est resilio.com. Vous pouvez aussi nous écrire, regarder dans les réseaux sociaux. On a un profil Twitter que vous trouverez aussi facilement avec si vous tapez Resilio. Sur LinkedIn aussi, vous pouvez nous suivre. On écrit des articles, on a un blog, etc. Et vous pouvez me contacter moi directement, ignazi.fontanals@resilio.com, et ou bien nous écrire un email directement sur les réseaux sociaux. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Fontanal, d'être venu nous parler de résilience, et je vous dis à très vite. Merci. Ensuite, on passe à Esti avec Loïc Perret. Bonjour Loïc Perret, bienvenue dans ce podcast bonus pour parler de résilience. Comment allez-vous ? Très bien, merci Alexandre. Alors pour commencer, Loïc, est-ce que vous pourriez nous parler un peu de votre entreprise et vous présenter simplement ? Alors, la société Esti est une société spécialisée dans les équipements de contrôle du niveau d'eau, ce qu'on appelle la régulation des eaux de surface, et avec une spécialité dans la protection des inondations.
nous sommes intégrateurs de solutions anti-inondation. Nous avons une gamme importante de produits qui permettent de faire face aux inondations. Nous existons depuis 13 ans et sommes basés à Villeurbanne, dans le 69. Et notre équipe est constituée de 8 personnes. D'accord. Et vous, alors, vous occupez quel poste? Alors, je suis gérant de la société. Très bien. Et alors, on va attaquer avec les questions qui finalement sont un peu le fil rouge de cet épisode. Est-ce que vous pourriez nous partager la vision de la résilience que vous avez dans votre entreprise? Alors, nous, résilience signifie nos solutions de protection contre les inondations. D'accord. C'est toute cette gamme dont je parlais juste avant qui permettent à une personne qui est située, une entreprise, une personne, enfin une entité, un site qui est soumis au risque d'inondation, d'avoir des solutions qui lui permettent de se protéger et donc d'être résiliente face à l'inondation. Nous travaillons avec des collectivités territoriales, donc des villes. Nous avons protégé plusieurs villes en France, mais nous travaillons aussi avec des industriels dont leur site est situé sur des sites inondables. Nous travaillons aussi avec des particuliers qui sont situés sur des sites inondables et des entreprises de tout type. Et justement, là, les solutions que vous proposez, alors vous avez parlé du public et du privé. Oui. Vous pourriez peut-être plus en parler. Moi, en préparation, j'ai pu faire un tour sur votre site web, dont le lien sera en description de l'épisode. Mais du coup, c'est assez impressionnant finalement les solutions que vous mettez en place, et peut-être que vous pourriez nous les détailler un petit peu. Tout à fait. Alors, nous avons différentes familles de produits pour se protéger des inondations, Alexandre. Nous avons des systèmes que l'on appelle mobiles et autostables. Qu'est-ce que ça veut dire? Mobile, ça veut dire que c'est un système que vous pouvez déplacer. D'accord? Et autostable signifie qu'il n'a pas besoin d'ancrage, il n'a pas besoin de fixation ou de fondation. Ce sont des produits que vous posez. Vous pouvez entourer votre maison de ce système et ça vous protège. Il faut bien comprendre que les systèmes mobiles et autostables ont leurs limites. Ils sont moins fiables que des produits qui sont ancrés, tout d'abord. Il y a un peu plus de taux de fuite et ils protègent moins haut. En général, on va difficilement au-delà de 1 mètre de hauteur d'eau avec des mobiles et autostables. Il y a un produit phare dans la famille des mobiles et autostables que vous pouvez voir sur notre site qui s'appelle le Box Wall. D'accord. Mis à part les mobiles autostables, nous avons aussi des équipements de chaudronnerie lourde qui peuvent protéger des sites. Nous faisons notamment des portes étanches. Alors, des portes étanches sont des portes similaires à celles que vous avez dans votre bureau, mais elles ont 2 caractéristiques supplémentaires. Elles protègent de la force de l'eau, donc elles sont beaucoup plus lourdes, elles sont en acier, et puis elles ont des joints qui assurent l'étanchéité. Nous faisons des portails aussi, des portails étanches que vous pouvez placer aux entrées de parking, qui peuvent se placer entre 2 murets, d'accord. Nous faisons aussi ce qu'on appelle des bâtards d'eau anti-crue. Alors, le bâtard d'eau, c'est un nom qui est utilisé depuis très longtemps dans le domaine de la protection des inondations. On pourrait appeler ça des murs amovibles, des murs que vous construisez pour faire face à l'inondation et ensuite que vous défaisez. Alors évidemment, on ne parle pas de murs en pierre, ce serait impossible à faire avant l'inondation. Donc ce sont des systèmes en aluminium avec des poutrelles et des poteaux. Donc vous construisez votre barrière à travers des poutrelles que vous empilez et des poteaux
que vous placez en général, les 3-4 mètres. Et justement, Bien- ces barrières-là, dont vous avez dit qu'il y avait un taux de fuite, j'imagine qu'il doit être assez minime pour contenir ces volumes d'eau qui sont énormes. Alors, tout à fait. Il faut savoir que l'étanchéité à 100% n'existe pas. Enfin, elle est rare, elle est possible, mais elle peut être très coûteuse à obtenir et ce n'est pas tout le temps primordial. Quand vous protégez un quartier et vous mettez en place une barrière anti-crue démontable, si vous avez un petit peu de fuite au pied de la barrière, ça ne va pas inonder le quartier, d'accord ? Donc, il y a des taux de fuite sur ces produits, car ce serait sinon extrêmement coûteux et une usine à gaz pour les rendre 100% étanches. Pour vous donner un ordre d'idée, les systèmes de bâtards d'eau en aluminium qui sont constitués donc de poutrelles aluminium, comme je vous disais, avec des poteaux aluminium, on est sur à peu près 10 litres par mètre carré par heure. Alors imaginez une barrière de 10 mètres de long par 1 mètre de haut qui vous protège temporairement de la crue que vous venez juste de monter. Eh bien, cette barrière aura un taux de fuite de 10 litres par heure. Ça veut dire un demi-seau par heure. D'accord, Voilà. donc c'est vraiment minime, effectivement. Voilà. Et alors justement, maintenant, on va aborder la question qu'on avait définie en amont. C'est lié tout simplement à la catastrophe liée à la tempête Alex qui a eu lieu en octobre dernier. On a vu des images terribles et des inondations surtout dans les Alpes-Maritimes. Et effectivement, ça paraît incroyable et surtout très, très compliqué de s'en prémunir. Et est-ce que vous pourriez peut-être nous parler des solutions qui pouvaient être mises en place en amont de ce type de catastrophe et les types d'outils ou solutions que vous pourriez proposer? Oui, alors Alexandre, sur le sud-est, là nous sommes donc au nord de Nice, dans l'arrière-pays niçois. Les inondations et les orages sont souvent caractérisés comme des épisodes qu'on appelle cévenols. Alors cévenols, ça vient des Cévennes, qui ne sont pas au même endroit, bien entendu, géographiquement, mais ce sont des orages qui viennent se bloquer au pied d'un massif montagneux. Donc là, c'est les Cévennes quand c'est les épisodes cévenols, mais on l'utilise aussi pour d'autres massifs. Notamment, là, c'est le début, ce sont les préalpes dans l'arrière-pays niçois. Donc, vous avez des accumulations de nuages qui se font au pied de ces massifs montagneux. Et vous avez ensuite ce qu'on appelle une pluie stationnaire, un orage stationnaire. C'est-à-dire que les nuages vont déverser leur flot de pluie très intensément sur une courte durée et dans une zone réduite où le nuage est bloqué. Ensuite, vous avez les caractéristiques, là, dans le cas de l'arrière-pays niçois, nous sommes dans les Préalpes, donc vous avez une géographie avec des vallons où l'eau peut s'écouler très très vite. Donc l'intensité de ces pluies stationnaires associées à ces vallons fait que vous avez des arrivées massives d'eau qui sont très impressionnantes et donc vous avez un double impact, l'impact de la hauteur d'eau, 1 mètre, 2 mètres, mais en plus l'aspect dynamique, c'est-à-dire la rapidité à laquelle arrive votre vague d'inondation. Pour faire face à cette problématique, c'est probablement ce qu'il y a de plus complexe. Pourquoi ? Pour 2 raisons. La première, c'est la rapidité à laquelle ça arrive. Donc, comme nous mettons en place, nous, des systèmes démontables que l'on met en place manuellement, la plupart du temps, mais je vous parlerai d'autres choses après, eh bien, vous imaginez, si vous avez que 1 heure pour réagir, c'est difficile de mettre en place un mur démontable. D'accord. Donc, ces produits que l'on met en place manuellement ne sont pas toujours adaptés. Bon, après, il faut réfléchir, bien entendu. Est-ce qu'il y a la logistique ? Est-ce qu'ils ont les temps de les monter ? D'accord.
Ensuite, vous avez un deuxième aspect, c'est l'aspect dynamique de la vague qui fait qu'il faut des systèmes qui reprennent une charge extrêmement forte. D'accord ? Déjà, la charge statique de l'eau, les gens ne se rendent pas compte, mais 1 mètre d'eau statique qui ne bouge pas, en pied, c'est 1 tonne par mètre carré. Ouais. Et je parle de 1 mètre cube d'eau. Hein, d'accord, hein. Alors, 1 mètre cube d'eau qui dévale à 4 mètres par seconde, ce sont des efforts extrêmement importants. D'accord ? Donc, si vous mettez quelque chose de démontable, il faut que ce soit extrêmement solide. Et donc, extrêmement solide, malheureusement, veut dire parfois trop lourd à mettre en place, trop lourd et donc difficile à mettre en place dans des délais courts. Alors, pour ce type de problématique, hein, d'orage stationnaire avec des arrivées massives d'eau avec beaucoup de dynamique, nous avons récemment commercialisé des barrières qu'on appelle passives. Les barrières passives, ce sont des systèmes, vous pouvez les voir sur notre site internet, il y a notamment la gamme FlowLift, FLO-LIFT. Ce sont des dispositifs anti-inondation qui se mettent en place seuls, sans intervention humaine et sans énergie, simplement par la poussée d'Archimède, par la poussée de l'eau. Imaginez donc une barrière qui est à l'intérieur, qui est sous terre, hein, d'accord, bien entendu dans un caisson, hein, d'accord, hein. Lorsque l'eau arrive, cette barrière va se soulever seule par la simple poussée de l'eau, sans intervention humaine, ni même énergie. Elle ne se soulève pas par de l'électricité ou par un autre système thermique ou moteur thermique, puisque généralement, lorsqu'il y a des inondations, vous avez des coupures d'énergie. Donc, on peut difficilement compter sur l'énergie. Donc, les systèmes passifs, dans le cas là, que vous avez cité là, dans l'arrière-pays niçois, auraient pu être, après étude, hein, après voilà, nous travaillons avec des bureaux, aurait pu être une solution qui aurait pu fonctionner. D'accord. Ouais, c'est vrai que c'est très intéressant ce type de solution et c'est peut-être pas suffisamment connu, mais pour continuer parce que il faut qu'on avance. Est-ce que vous pourrez peut-être nous dire justement en quoi vous agissez dans l'association Résilience également? Alors nous sommes experts dans la partie risque inondation. Donc nous intervenons auprès de l'association lorsque des clients ont des problématiques d'inondation et lorsque notre gamme de produits donc mobiles et temporaires dont je vous parlais peut être adaptée, nous pouvons assister les clients à réfléchir à des systèmes de protection qui soient adaptés à leurs problématiques. D'accord, très bien. Écoutez, merci beaucoup Loïc Perret d'être venu partager votre expérience avec nous. Est-ce que vous pourriez nous dire où est-ce qu'on peut vous contacter tout simplement pour avoir plus d'informations? Alors, vous pouvez nous trouver bien entendu sur Internet, sur notre site www.estifrance.com. Alors, Esti, E-S-T-H-I. Vous pouvez aussi nous appeler sur notre numéro de téléphone que vous trouverez facilement sur notre site internet 04 78 95 09 74 et vous avez tous les moyens de communication sinon que vous nous trouverez non, même sur les réseaux sociaux et et les contacts par email sur notre site internet. Très bien. Écoutez, Loïc, je vous dis merci et à bientôt. Merci. La 5e et dernière entreprise est Cedralis avec Xavier Bérujon. Bonjour Xavier Bérujon. Alors, merci d'être venu partager votre expérience avec nous. Est-ce que, tout d'abord, vous pourriez vous présenter et présenter l'activité de votre entreprise Cedralis? Bonjour Alexandre, écoutez, merci de votre sollicitation. Je suis Xavier Bérujon, en charge du développement commercial de Cedralis, dont le métier est de fournir depuis 18 ans des solutions et des services opérationnels en gestion de crise. Cedralis est notamment reconnu
désormais par ses clients grands comptes, mais également des organismes d'importance vitale, des services de l'État, des collectivités, des préfectures, le monde de l'urgence et de la santé, voilà, au travers de la mise en œuvre de missions de conseil et d'accompagnement amont, notamment par exemple l'aide à la documentation de crise, et avec la fourniture de solutions en mode hébergé de haute disponibilité pour l'alerte et la diffusion multicanale. Alors, on va y revenir justement sur la solution enfin, les solutions que vous proposez. Les solutions, tout à fait. Tout à fait. Et on va commencer par les questions fil rouge du coup de cet épisode bonus. Est-ce que vous pourriez nous partager votre vision de la résilience ? La résilience, c'est cette capacité à faire face pour un territoire, pour une entreprise, en répondant, on va dire, aux exigences et aux recommandations des professionnels, donc face à un événement, une situation de crise, en notamment se préparant. Donc voilà, à titre d'exemple, pour les sites Céveso, par exemple, que nous équipons, l'enjeu, c'est de disposer de moyens d'alerte rapide dans ce qu'on appelle les alertes POI-PPI. S'agissant des collectivités territoriales, elles sont dotées, ce qu'on appelle communément, de plans communaux de sauvegarde, et le monde privé, mais également le secteur public, lui, est normalement dans des démarches de plans de continuité d'activité. Donc derrière tout ça, qu'est-ce que ça induit ? Ça induit la mise en place de cellules de crise, de gouvernance de crise, et ensuite, généralement, les entreprises les plus matures sont outillées pour justement prévenir, alerter, mobiliser et sécuriser. Et justement, alors dans la présentation de votre entreprise, vous avez parlé de la phase amont. Donc ces solutions, elles sont adaptées à cette phase qui est pré-crise, si je puis dire. Et justement, la résilience, cette idée d'être peut-être après l'événement. Je ne sais pas si vous avez peut-être des réactions par rapport à ça. Est-ce que vous partagez ou la résilience est justement un processus qui doit être mis en place, comme vous l'expliquez, uniquement en amont ? Alors, notre métier s'attache à sauver des vies et à préserver l'activité. Mais par exemple, dans le contexte, par exemple, très médiatisé d'accidents industriels qui ont des conséquences matérielles, financières et parfois humaines dramatiques, notre métier vise à on va dire et sur le volet prévention contre les risques d'accidents industriels et chimiques, par exemple. S'agissant des événements à caractère plus météorologique, avec des risques réguliers maintenant, nos solutions permettent d'émettre des bulletins de vigilance, par exemple. Donc, on est sur, effectivement, de la préalerte. D'accord. Et alors oui, pour continuer ce que vous avez commencé sur la partie plus opérationnelle, l'exemple qu'on avait pris en amont de la préparation de cet épisode, c'était justement le passage de la tempête Alex dans les Alpes-Maritimes en 7 octobre 2020. Dans ce genre de catastrophe et de crise, quelles sont les solutions opérationnelles que votre entreprise peut apporter dans ces situations de risque majeur ? Très concrètement, notre solution fournit un dispositif opérationnel utilisé par plusieurs clients. Dans le contexte de la tempête Alex, plusieurs préfectures clientes ont déclenché, comme par exemple le Finistère. La tempête Alex s'est décalée après vers l'est et a causé un épisode méditerranéen exceptionnel, plaçant par exemple le département des Alpes-Maritimes en alerte rouge. Il se trouve que les Alpes-Maritimes sont également un de nos clients. Donc, il y a eu un certain nombre de messages importants diffusés par les collectivités et notamment pour le coup la préfecture, dans ce qu'on appelle le relais de l'alerte GALA, donc la gestion locale automatisée, avec un certain nombre de messages de vigilance qui ont été adressés par téléphone, par SMS, auprès des mairies,
de l'ensemble des départements que je viens citer, de même que des collectivités qui sont équipées par nos solutions, comme la ville de Vannes, avec des problématiques de vent supérieures à 100 km, a émis des bulletins pour, en raison de l'alerte rouge météo vent violent, de respecter les consignes de vigilance et de prudence. Donc là, très concrètement, à l'adresse de notre typologie de clients collectivités territoriales, l'ensemble des clients, collectivités et préfectures, ont déclenché pour ces mises à l'abri et la limitation des déplacements. D'accord. Et vous avez parlé de préfecture en particulier et de ville. Une question pour moi qui connaît pas exactement votre solution. Oui. C'est est-ce qu'il est impératif que toutes les collectivités utilisent la même solution pour avoir une réponse organisée et centralisée, ou ça peut être des choses qui sont interdépendantes mais qui communiquent quand même entre elles? Alors, votre question en appelle plusieurs réponses. Tout d'abord, pour rappeler que face au risque et à la crise au niveau local, les collectivités territoriales ont, et ça c'est une loi qu'il a préconisé, a mis en œuvre ce qu'on appelle un plan communal de sauvegarde, qui est un outil opérationnel qui est imposé aux maires dans les communes qui sont dotées de ce qu'on appelle de plans de prévention des risques ou de plans particuliers d'intervention. Donc c'est aujourd'hui des procédures qui permettent au sein de collectivités d'organiser les moyens mis en œuvre pour, sur un territoire vulnérable pour mobiliser les ressources clés en cas d'événement majeur. Et le moyen d'alerte a été fortement préconisé par les professionnels. Donc, pour répondre à cette question, l'élément majeur, c'est le plan communal de sauvegarde. Ensuite, pour la deuxième partie de votre question, il n'y a pas une réponse unique. L'alerte, elle doit être polymorphe. Elle peut être justement adressée principalement par un message vocal en cas d'événement majeur, mais également elle peut être un complément pour certains autres moyens qui existent, l'envoi de SMS, mais également encore quelques sirènes qui existent. Et donc l'alerte, elle doit être avant tout flexible, multicanal et adaptée en fonction de la temporalité d'une part. Certains outils sont plus adaptés, mais au final, ils sont tous complémentaires. D'accord, donc ils sont tous complémentaires. Et justement, ces outils, ou en tout cas votre solution, par rapport à la crise en revenant sur la crise de la tempête Alex, est-ce que vous jugez que c'est des solutions qui ont été suffisantes par rapport aux dégâts qu'on a pu voir? Alors, on peut citer les événements de la tempête Alex, mais malheureusement des événements plus tragiques encore en termes de pertes humaines, comme ce fut le cas dans le secteur de Cannes il y a maintenant plus de 3 ans. Donc, dans ce contexte, le métier de Cedralis est bien de garantir les moyens de mobilisation en mode pré-alerte, en alerte des collectivités concernées. Et dans le contexte qu'on cite précisément, l'ensemble des collectivités on a bien fourni ce service opérationnel dans des contextes de déclenchement importants auprès de l'ensemble des collectivités cibles. Après, encore une fois, le métier de Cedralis est de garantir ces moyens d'alerte via une très haute disponibilité, via des potentialités de diffusion monocanal, multicanal, c'est-à-dire par téléphone, par SMS, par mail. Et ensuite, c'est le pouvoir de police du maire qui doit relayer et mettre les moyens qu'il faut pour alerter sa population, et notamment, comme je l'évoquais, par exemple sur Vannes ou pour Lorient, grâce à nos solutions, auprès donc de la population cible. Donc nous avons, dans ce contexte, répondu aux services que nous proposons tout au long de l'année à nos clients finaux. Et est-ce que vous voyez peut-être une manière d'être plus efficace qui
qui pourrait, ou peut-être que c'est justement en répondant à ça par plus de couverture et plus de collectivités qui soient vos clients demain, ou est-ce qu'il y a autre chose qui pourrait permettre une meilleure prévention et une meilleure résilience du coup? Alors tout à fait, là on peut aborder d'autres sujets qui sont, encore une fois, le métier historique, c'est de répondre à des problématiques majeures en préalerte, en alerte, en mobilisation d'équipes, pouvant aller donc jusqu'à l'alerte à la population. Les éléments complémentaires, c'est bien sûr sur des territoires où le risque est prégnant, de faire bien sûr un point sur son exposition au risque, son niveau de dépendance aux activités critiques, et ensuite ce que l'on peut apporter, nous, c'est notre préconisation, c'est bien sûr organiser des exercices au moins une fois par an. L'objectif étant, mais ça c'est pas Xavier Berrejon qui en parle, ce sont les professionnels, hein, c'est surtout se confronter à une situation qui les dépasse, en les faisant par exemple sortir de leur zone de confort. Pour cela, eh bien, nous, Cedralis, pouvons intervenir dans le cadre d'exercices simples ou des exercices complexes, comme le font d'autres organismes. On est en région Rhône-Alpes et nous avons, en région Rhône-Alpes, l'association Résilience, dont nous faisons partie, et puis une association, on va dire, complémentaire, qui est l'IRMA, qui, par exemple, promeut des formations auprès des élus et des cadres territoriaux pour justement les aider à, on va dire, encore une fois, sortir de leur zone de confort et révéler leur aptitude au commandement, en prenant, par exemple, des décisions rapides aux impacts parfois inconnus. Et donc, face à des risques majeurs, technologiques, naturels, la collectivité, mais aussi l'entreprise, doit être capable de faire face en étant prêt. D'accord, très bien. Et enfin, pour terminer, est-ce que vous pourriez peut-être nous dire où est-ce qu'on peut retrouver toutes les solutions de Cedralis et où est-ce qu'on peut vous contacter? Oui, donc Cedralis est donc adhérent de l'association Résilience, est donc un offreur de solutions très concrètes, de solutions d'alerte et de gestion de crise, mais également une plateforme collaborative de crise. Et donc pour terminer sur le sujet, Cedralis est aussi une des seules PME françaises certifiées ISO 22301. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que elle garantit sa capacité à poursuivre la fourniture de notre service, quelles que soient les contingences et les événements, en l'occurrence très faibles. Donc on a un système de management de la continuité d'activité. Et en synthèse, donc nous fournissons 3 solutions majeures. La première, les boîtiers physiques de déclenchement au sein de sites Céveso que nous équipons partout en France, parmi lesquels des clients prestigieux comme BASF, Bayer, Constellium, Sequence, Tredi, des sites pétroliers, Rubis Terminal, Raffinerie du Midi, Entrepôt pétrolier de Gironde. Deuxième typologie de solutions, ce sont des solutions en mode hébergé, et donc qui ne nécessitent aucune installation, et via un simple smartphone, une tablette ou un PC, vous accédez à des stratégies d'alerte et de déclenchement extrêmement simplifiées. Et enfin, en complément de nos systèmes d'alerte qui donc diffusent de l'alerte monocanal ou multicanal, nous avons également une application smartphone qui nécessite pour le coup là un téléchargement et qui vient permettre de diffuser une information push, mais également de l'information remontante, et puis la liste des tâches à faire, les checklists, et également une fonctionnalité de safety check de type SOS avec de la géolocalisation. Voilà les principales solutions. Et pour terminer, donc, un certain nombre de conseils amont auprès de collectivités territoriales, citons par exemple la ville de Tignes, pour lequel nous venons de terminer un accompagnement, mais également au sein de grands comptes, des comptes médias par exemple, aujourd'hui en mission, pour l'aide à la documentation de crise, que sont des fiches actions et des fiches réflexes pour justement être prêt le jour J. Très bien. Xavier, je vous remercie et je vous dis à très vite. Merci Alexandre, excellente fin de soirée. Pour obtenir plus d'informations sur l'association Résilience, vous pouvez vous rendre sur son site internet association-résilience.org. Merci d'avoir écouté cet épisode en entier. Si vous êtes toujours là, c'est que vous l'avez sûrement apprécié. Pour me donner votre avis, allez dans votre application de podcast préférée et laissez 5 étoiles à l'émission en allant dans la section
notes et avis. Et on n'oublie pas l'invité. Retrouvez-le sur ses réseaux sociaux pour le remercier ou pour prendre contact avec lui. Les liens de liaison sont directement en description de l'épisode. Encore merci et à un prochain épisode.